Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Les titres au sommaire de ce journal. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, reçu ce lundi par le cardinal Jean-Pierre Coutois. Une visite durant laquelle les deux personnalités ont parlé de paix en cette veille de la Toussaint. Le vice-président de la République était accompagné de membres du gouvernement. Ce soir, nous vous proposons un dossier sur l'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, les statistiques enregistrent 47% de la population en situation d'analphabétisme. Retrouvez dans ce dossier les actions engagées pour inverser la tendance et faire de l'alphabétisation un outil d'ouverture sur le monde. Et puis le retour du président Luiz Inácio Lula da Silva à la tête du Brésil après une victoire à la présidentielle du 30 octobre. La Norvège rétablit aussitôt ses aides pour la forêt amazonienne. Les fonds gelés sous le mandat de l'ex-président Bolsonaro vont être débloqués prochainement. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal avec l'actualité du Brésil où l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva est élu à la tête du pays avec 50,90% des voix selon les résultats définitifs de la présidentielle du 30 octobre. Une reprise du pouvoir perçue comme un espoir pour la planète, le climat et l'Amazonie. Le premier effet visible, c'est le rétablissement de la coopération avec la Norvège pour la protection de la forêt amazonienne et le dégel d'environ 487 millions d'euros, un fonds pour lutter contre la déforestation du poumon vert de la planète. La victoire du président Lula est saluée aux quatre coins du monde et perçue comme une avancée contre la déforestation en Amazonie, un élan auquel la Côte d'Ivoire ne déroge pas. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a émis ce jour un télégramme depuis Abidjan adressé à son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, président de la Fédérative du Brésil. Un télégramme dont je vous donne lecture à présent. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la République fédérative du Brésil, après 12 ans d'absence, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette victoire est le signe manifeste de la confiance et de l'espoir que le peuple brésilien place en vous pour le rayonnement de votre grand pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former en votre droit des vœux choisis de santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bonheur du vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt bien compris de nos peuples respectifs. Très haute considération, et c'est un télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous le disais dans les titres, le vice-président de la République s'est entretenu en début de soirée ce lundi avec le cardinal Jean-Pierre Coutois. Les échanges entre les deux personnalités étaient centrés sur la paix, selon ce témoignage de Franck Quadian. Le vice-président Temoko Melie-Kone en visite chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Moment d'échange et expression de civilité fraternelle à la veille de la célébration de tous les saints. Pour Monseigneur Coutois, cette visite de courtoisie est pleine de symboles. L'homme de foi n'a pas été avare en paroles de bénédiction pour son visiteur. Ce qui est normal dans la marche des hommes, c'est qu'on aille vers le chef. Et là, c'est le chef qui vient vers son sujet que je suis. Ah, vous voyez un peu l'émotion. L'émotion qui m'étreint ce soir. Je voudrais tout simplement lui dire un très grand et sincère merci pour sa présence dans cette maison qui est sa maison. Mes remerciements, je les confie à Dieu. Que lui-même regarde ce geste qui est posé et qu'il fasse descendre en abondance sur le vice-président toutes les bénédictions, toutes les grâces dont il a besoin pour assumer avec la plus grande efficacité la mission que le pays lui confie.
Et le vice-président qui n'a pas caché sa joie de partager ces moments de ferveur spirituelle avec le cardinal. Notons que ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre tous les saints, suivi le lendemain de la journée consacrée aux disparus. Voilà, en cette veille de Toussaint, c'était la visite du vice-président de la République au cardinal Jean-Pierre Coutois. Dans le reste de l'actualité en Côte d'Ivoire, il se prépare un cadre d'investissement pour l'économie bleue. Une convention entre le ministère des Ressources animales et halieutiques a été signée dans ce cadre avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un appui technique pour la promotion de l'économie bleue. Et nous en parlons avec Davis Oyo et Walter Amadou Ouattara. Gestion efficace et exploitation durable des ressources des océans, des mers, des lacs et des rivières, appelée économie bleue, est l'un des défis de la Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, formalisent leur cadre de collaboration à travers la signature de conventions. Cette convention s'inscrit dans le cadre du projet de préparation de financement pour les activités de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. C'est un levier complémentaire que ces deux acteurs principaux, c'est-à-dire la FAO et la BAD, apportent dans notre économie, à l'effet de pouvoir gérer durablement la problématique de l'emploi des jeunes, parce que s'ouvriront dans le cadre du développement de cette initiative des niches d'emploi pertinents et durables pour les jeunes. Nous pourrons aussi adresser les aspects de vulnérabilité des uns des autres de façon structurante. Tout ça autour de la ressource mère qui est à notre disposition. La FAO entend apporter son soutien technique pour contribuer plus rapidement au développement de l'économie bleue de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est le démarrage d'un investissement majeur dans le contexte vraiment de la transformation de l'économie ivoirienne en passant par l'économie bleue, c'est-à-dire l'aquaculture, la pêche, ça touche aussi le tourisme, ça touche énormément de domaines. Et nous, en tant que FAO, nous allons apporter un appui technique d'accompagnement parce que le travail et l'exécution sera fait par les partenaires gouvernementaux du MIRA, les techniciens du MIRA et les partenaires nationaux qui vont exécuter la tâche. Secteur pourvoyeur d'emploi, l'opération du jour devra aboutir à l'élaboration d'un cadre stratégique national qui sera déposé sur la table du gouvernement pour mobiliser davantage de financements en vue de passer à la transition progressive de l'économie bleue du pays. Voilà, l'eau qui peut être source de richesse, mais aussi de désolation dans d'autres circonstances. C'est la preuve dans la région de l'Agnébi-Tiassa, où 620 ménages ont été impactés par les récentes crues des cours d'eau, particulièrement 450 familles à Agboville et 170 familles à Ndianouan. La région enregistre aussi le décès d'une mère et de ses 3 enfants. Et le soutien du gouvernement ne s'est pas fait attendre. Des vivres et non-vivres ont été portés aux victimes. Des dons estimés à environ 74 millions de francs CFA. Le témoignage de Patricia Mouetia. C'est l'enceinte de la préfecture d'Agboville qui a servi de cadre à la remise des dons aux victimes. En vous voyant à nos côtés en ces moments difficiles, nous sommes en droit d'affirmer et de reconnaître qu'il y a une place pour nous dans le cœur du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et cet amour vrai transite souvent au travers de ses collaborateurs. Des dons en vivres et en non-vivres, le tout d'une valeur de 74 millions de francs CFA. Nous ne venons pas à Agboville que pour les vivres. Le ministre de la Santé a déployé toutes les équipes pour lutter contre le paludisme et au-delà du paludisme, contre toute autre maladie liée aux inondations et aux eaux maltraitées. La montée des eaux des fleuves Agbo et Nzi a engendré des inondations il y a quelques jours à Agboville et à Ndianoa, dans la sous-préfecture de Tiassalé, ce qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. On estime à ce jour à plus de 500 familles sinistrées à Agboville, dont 88 à Ndianoa. Déjà, l'eau a chassé les populations de leurs habitations. Mais ce qui est grave, c'est que les conséquences de cette inondation, c'est que les larves vont se déposer. Et donc, on va avoir des moustiques partout, avec des maladies comme le paludisme, la fièvre typhoïde et même les maladies donc, diarrhéiques. Donc le traitement qui vient d'être fait permet donc de prévenir la population de toutes ces conséquences-là.
Lors du Conseil des ministres du mercredi 26 octobre dernier, un fonds spécial de 221 430 000 francs CFA a été décaissé et mis à la disposition du ministère de la Santé et du ministère de la Solidarité pour soutenir les victimes des récentes inondations. Nous espérons de meilleurs jours pour ces familles de l'Agné-Bitiassa. Dans le cadre des réformes pour la transformation structurelle, le ministère de la fonction publique renforce les acquis des directeurs régionaux de la santé sur les procédures disciplinaires. 32 directeurs ont été formés sur les thématiques du droit et obligations du fonctionnaire et la procédure disciplinaire. Grâce Kando. Plus de 300 dossiers sont enregistrés chaque année au Conseil de discipline de la fonction publique, dont 140 relevant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. À l'origine, plusieurs manquements constatés, ce sont entre autres le refus de rejoindre le poste d'affectation, les abandons de poste, le manque de courtoisie, d'où cette rencontre sur les procédures disciplinaires dans la fonction publique. Dès le constat de la faute, le chef hiérarchique direct de mise en cause devait pouvoir donner une demande d'explication écrite. Il a le droit de s'expliquer, ce qu'on lui reproche. Et au vu des informations livrées, il appartient à la tutelle d'apprécier à leur niveau. Et s'ils constatent que la faute est très grave, alors ils adressent un rapport circonstancié, accompagné de cette demande d'explication et des pièces justificatives à transmettre à Madame le ministre de la fonction publique. C'est elle qui détient le pouvoir de décision. Les directeurs régionaux de la santé sont mis à contribution pour redorer l'image de la corporation. C'est un atelier important, c'est nous amener à avoir un certain nombre de connaissances dans ce domaine-là, donner un nouveau visage à la fonction publique, des gens d'abord bien formés, disciplinés et qui ont l'amour du travail bien fait. La ministre de la fonction publique invite l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État à un changement de comportement. Il nous faut assumer nos responsabilités à chaque échelon de nos charges, avec une grande conscience professionnelle et avec efficacité. Cela s'impose à nous. Il nous faut ensemble engager un sursaut citoyen pour le bien de la République et pour l'espérance des générations futures. Après les directeurs régionaux de la santé, le Conseil de discipline de la fonction publique prévoit des rencontres avec les autres ministères. L'idée est de les inciter à s'approprier les procédures disciplinaires. Dans la ville de Bouaké, les acteurs du développement de la localité de Congo-Décro sont célébrés par l'Association des cadres du Centre pour le développement. Une nouvelle occasion d'encourager les populations à cultiver l'union, la solidarité et également la paix. On le voit avec Léon Brou. Eau potable, électricité, école primaire, centre de santé, foyer polyvalent, bref, Congo-Décro dans la commune de Bouaké a tout d'un village moderne. La route précède le développement. Nous avons bénéficié de la voie principale. Il y a un projet de bitumage du village. Un plan directeur qui va définir un quartier résidentiel, une zone économique qui comprend bien sûr une boucherie, une pharmacie. Mais avant, faut-il reconnaître aux pionniers, dont certains à titre posthume, leur contribution à l'essor de Congo-Décro. Cette célébration, une initiative des jeunes cadres et de la mutuelle, soutenue par le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le ministre du Transport Amadou Koné et l'association des cadres du Centre pour le développement. Koné Mamadou a entendu, il n'est pas politicien. Il ne peut pas s'associer à une activité politique. Et il me demande de vous dire qu'il est à votre écoute, tant que ce serait pour organiser des activités qui puissent faire évoluer Congo-Décro, il est preneur. Ce qui fait la beauté de ce pays, c'est le fait que tout le monde soit ensemble. Et c'est là seulement qu'on peut se développer. Tout ce que je peux demander au cadre de Congo-Décro, c'est la solidarité, c'est l'entente, c'est la cohésion. Parce que tant que vous êtes ensemble, vous serez forts. Tant que vous serez divisés, votre village n'ira pas loin. Et le ministre Amédée Kouakou d'indiquer sa traversée par une autoroute et les projets pour Congo-Décro,
salue l'engagement du chef de l'État à assurer le bien-être de ses concitoyens. Des refrains bien repris à la grande joie des convives de la fête du développement de Congo-Décro par des artistes du terroir baoulé. Et nous parlons encore de développement et cette fois partons pour Dimbokro où la méthodologie de l'élaboration du schéma directeur de l'actualisation des livres blancs du district autonome des Lacs a été présentée aux acteurs clés du développement en vue de leur mobilisation et implication dans les différentes étapes pour un succès du processus. Le point avec Kwadio Kwame. Méthodologie d'élaboration du schéma directeur de développement et de mise à jour du livre blanc du district autonome de la région des Lacs. Un répertoire pour identifier les valeurs, les ressources et autres potentialités locales, un outil de planification et de matérialisation du développement du district afin de la mise en œuvre et d'impulser l'essor de la zone en une certaine période. Le mécanisme de planification nécessite la création d'un cadre institutionnel, un comité de pilotage et d'exécution de la conduite des travaux dans ces grandes lignes. Le diagnostic que nous allons faire va nous faire apparaître les forces et les faiblesses du territoire que nous allons étudier. Et en ce moment, on sait que le district a une tendance agro-pastorale. Donc nous allons nous appuyer sur ces différentes forces-là avec en tête les potentialités agro-pastorales. Et ce sont ces différentes potentialités que nous allons actionner pour développer justement ce territoire au bénéfice des populations. Les observations de l'assistance portent sur l'orpaillage illégal et les nombreux litiges fonciers. Pour le district qui porte le projet, il est question de coordonner, évaluer et suivre toutes les articulations pour l'essor des trois régions, Nzi, Ifou et Bélier. La vision du président de la République, elle est claire. Elle est nette, vision de proximité avec les populations. Faire en sorte que cette notion de décentralisation soit une réalité dans nos différents districts. Et je sais que très bientôt, nous allons pouvoir avoir donc la matérialisation de ce qui est inscrit donc, dans ce schéma directeur pour que nous puissions procéder à la mise en œuvre très rapidement. Afin de joindre l'utile à l'agréable, les meilleurs écoliers et élèves des régions qui composent le district ont été récompensés en numéraire et en nature. Question de préparer la relève et faire du district des Lacs un pôle de l'excellence. Et venons à ce dossier sur l'alphabétisation. La question posée ce soir, c'est quelle importance pour la société ? En Côte d'Ivoire, selon l'UNESCO, 47% de personnes sont analphabètes et dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes le sont également. L'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation revêt donc tout son sens. Coup de projecteur donc ce soir sur l'alphabétisation avec un groupe de femmes commerçantes dans la commune de Cocody à Abidjan. C'est un dossier de Sephora Zegui. Assetou est commerçante au marché d'Anono, un quartier de la commune de Cocody. Cette mère de famille, ne sachant ni lire ni écrire, est consciente de son handicap. C'est pourquoi elle intègre un programme d'alphabétisation dans une école à proximité du marché. Aujourd'hui, dans cet atelier d'alphabétisation, il y a au programme la dictée. Tassini, tisse, le pagne. Fini la dictée, elle doit relire son texte. Elle a appris ce métier auprès de son père tisserand. Un exercice qu'elle va pratiquer au quotidien. Un objectif à atteindre, autant la langue que le savoir parler en public. Pour arriver à ce niveau, notre mère de famille a dû essuyer des railleries. En activité, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Grâce à l'alphabétisation, vraiment, je les remercie beaucoup. Je sais lire. Il s'est compté. Comme Assetou, 400 autres femmes sont inscrites à ce programme d'alphabétisation. Pour beaucoup d'entre elles, savoir lire et écrire est une façon de communiquer plus facilement avec leur famille. Moi, je suis dans la chorale. Quand le maître vient, il nous donne la partition. Mes camarades écrivent, mais moi, je n'arrive pas à écrire. Donc, ça fait que le chant, pour maîtriser là, je n'arrive pas. L'alphabétisation se fait également via le numérique en Côte d'Ivoire.
En 2016, le gouvernement et l'UNESCO ont mis en place un vaste projet intégré d'alphabétisation fonctionnelle par les technologies de l'information et de la communication en faveur des femmes commerçantes de plusieurs marchés d'Abidjan. Et ces femmes en sont bénéficiaires. Awa vient de la commune d'Abobo pour se faire alphabétiser ici à Cocody tous les mercredis. Il y a 5 mois, elle ne savait pas envoyer de messages à partir de son téléphone portable. Après 4 mois de cours, soit 2 heures tous les mercredis, elle est désormais une femme épanouie. Actuellement, je ne suis pas encore arrivée loin, mais avec un peu que je fais là, rien ne peut m'effrayer encore. Si ces femmes sont aujourd'hui indépendantes, Tina, cette autre femme du marché d'Anono, privilégie son commerce au détriment des cours d'alphabétisation qu'elle suivait dans le même centre que Assetou et Awa. Il n'y a même pas de temps pour aller fréquenter. Donc s'il n'y a pas ma sandwich là, tu n'as même pas en l'aise. Donc si tu vas comme ça et puis tu as trouvé un peu de ma sandwich, là tu enlèves, tu peux aller fréquenter. Depuis 2021, Emmanuel, président de l'ONG Gatik, et ses amis se sont engagés dans l'alphabétisation pour venir en aide à ces femmes. Son ONG a même remporté le prix Confucius décerné par l'UNESCO en 2021. À partir des applications embarquées dans les smartphones, elles interagissent avec le téléphone qui leur pose des questions et qui leur donne des réponses. C'est une auto-formation. Elles ont la possibilité d'interroger le téléphone qui leur donne des réponses. Elle veut écrire A, le téléphone lui dit maman, montre A. Elle a pu B, le téléphone dit non, c'est pas B maman. Et ainsi de suite, elle a la possibilité elle-même de s'auto-former à la maison avec des exercices qui lui donnent la possibilité de comprendre les cours qu'on lui donne en présentiel. Dans le monde, 771 millions de jeunes et d'adultes ne savent toujours pas lire et écrire. En Côte d'Ivoire, ce sont 47% de personnes qui sont analphabètes. Il faut donc agir. C'est ce qui a suscité en 1967 l'institution d'une journée dédiée à la promotion de l'alphabétisation par l'UNESCO. La 55e édition est abritée par la Côte d'Ivoire cette année. Alors pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? Le choix de la Côte d'Ivoire se opérait parce qu'il y avait déjà beaucoup d'efforts consentis. 2 tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes et l'UNESCO, en choisissant la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement mondial, veut lui donner l'opportunité d'exposer sur son projet innovant en faveur de l'alphabétisation des femmes via le numérique. Il y a une très grande visibilité qui va s'opérer de l'effort national, de l'élan national. Mais pas seulement de cela, mais aussi des pratiques qui sont déjà expérimentées ici en Côte d'Ivoire. L'autre exemple que je pourrais citer comme retombée, c'est que de par ce leadership qui a été joué dans le secteur de l'éducation en général, aujourd'hui la Côte d'Ivoire se trouve comme pays champion sur la transformation de l'éducation. En conjuguant alphabétisation et développement des compétences, il est possible d'aider les populations les plus vulnérables à améliorer leurs conditions de vie et leurs moyens de subsistance, selon l'UNESCO. Et toujours sur la sensibilisation sur les fléaux qui minent notre société, ce soir portant aussi nos regards sur les grossesses à l'école. Un film de sensibilisation a été réalisé par l'ONG Overcome Women. Il a été présenté récemment. Un court-métrage dénommé The Dream, présenté au public au cours d'une caravane de sensibilisation. Nous en parlons dans ce reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Sensibiliser les élèves sur le phénomène des grossesses en milieu scolaire et d'autres fléaux qui peuvent perturber le bon déroulement de leur scolarité. C'est la mission que s'est assignée l'ONG Overcome Women. Pour le lancement de la phase 2 de la caravane Dream Attitude, un court-métrage est réalisé pour attirer l'attention des jeunes sur les conséquences des grossesses en milieu scolaire. On voulait montrer à tout le monde les conséquences des grossesses en milieu scolaire, les conséquences de l'utilisation, la mauvaise utilisation d'Internet, les sextapes qui se font dans les écoles, les tontines sexuelles qui se font dans les écoles. Nous sommes sur le terrain, nous voyons ce qui se passe, il faut en parler. Il faut alarmer que chaque parent, que chaque enfant prenne conscience de ses responsabilités et qu'il décide d'agir, agir pour lui, agir pour ses droits. À travers la comédie, la tragédie et la mélancolie, The Dream sensibilise. À travers mon rôle, le message que j'aimerais véhiculer à tous mes petits frères, c'est d'être combatif d'abord, de ne pas céder à la tentation, au vice des jeunes. Personnellement, le message que je veux transmettre à la jeunesse, on peut pas gâcher toute sa vie pour un simple moment de plaisir, juste quelques secondes ou juste quelques minutes. Il faut rester focus, il faut rester concentré. The Dream
sera diffusée dans plusieurs établissements scolaires au cours de l'année académique 2022-2023. La première phase de la caravane Dream Attitude a ciblé plus de 5000 élèves, dont 2500 filles ont notamment bénéficié de serviettes hygiéniques et de 300 livres de leadership. Voilà, The Dream, un court-métrage pour sensibiliser sur les grossesses à l'école et sur la lutte contre le paludisme. Une innovation est enregistrée dans la campagne de lutte. Il s'agit de l'usage de drones dans les campagnes de lutte contre le paludisme. Ces drones serviront à pulvériser les larves de moustiques dans les endroits difficiles d'accès. Et le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a lancé officiellement cette campagne de pulvérisation par drone le 28 octobre dernier dans l'Agné-Bitiassa. Nous le voyons dans ce reportage de Joël Gomez. Ce drone pulvérisateur est chargé de détruire les gîtes larvaires de moustiques. C'est le nouvel outil de lutte antivectorielle du ministère de la Santé dans sa politique de réduction du paludisme. Grâce aux coordonnées GPS enregistrées préalablement par un autre drone dédié à la cartographie des nids de moustiques, le drone pulvérisateur peut traiter les zones inaccessibles par l'homme. En dehors des drones, il faudrait que vous rendiez propre votre environnement. La propriété de votre environnement, là, ce n'est pas seulement que les ordures. C'est l'eau que vous gardez à la maison. L'eau dans les barriques qui ne sont pas couvertes, l'eau dans les cuvettes, l'eau dans les poubelles, partout. Le paludisme représente le tiers des motifs de consultation en Côte d'Ivoire. Cependant, il cause de moins en moins de décès. Si le nombre de cas de décès a régressé de manière significative dans la période de 2017 à 2020, en passant de 3222 cas à 1316 cas, l'incidence reste encore élevée chez les enfants de moins de 5 ans avec un taux de prévalence de plus de 441 cas pour 1000 enfants. C'est conscient du fardeau que fait peser cette endémie sur le développement de notre pays que le gouvernement ivoirien a classé la lutte contre le paludisme comme une des priorités nationales. Le ministre de la Santé a remis 4 véhicules de transport de médicaments sur les derniers kilomètres aux directions départementales de Gagnoa 2, Ara, Tomodi et Daoukro. C'est un reportage commenté par Didier Nguesson. Passons à présent au point sur la situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Ce 31 octobre 2022 est enregistré en Côte d'Ivoire un cas de Covid-19. Également 9 nouvelles guérisons sont portées au compte des chiffres de la Covid-19 pour cette journée. 14 cas toujours actifs, donc il va falloir faire encore attention. Et à cette date, la campagne vaccinale enregistre au moins 20 679 000 vaccins anti-Covid administrés sur le territoire ivoirien. Intéressons-nous à présent à cette célébration du peuple Ndima Kotoko. Il s'agit de l'Abissa. Cette journée de lundi a été dédiée à la jeunesse. On regarde. Communion entre la jeunesse Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. L'Abissa, fête de renaissance et de bilan de Nzima Kotoko, à travers la procession de la jeunesse. Ce lundi est la journée des jeunes. Ils vont rentrer dans l'Abissa, dans l'unité retrouvée, dans le pardon et la réconciliation, comme l'exige la Fanché, la divinité du pardon. Avant de venir danser l'Abissa, il faut vous pardonner d'abord, parce que je suis moi-même la divinité du pardon, déclare la Fanché. Fin de citation. Ambiance des grands jours, avec la jeunesse de Port-Boué, conduite par son député-maire. L'Abissa, c'est une journée de retrouvailles, de réjouissance. Aujourd'hui, la jeunesse de Port-Boué a été mise en honneur. Et en tant que premier magistrat de la commune de Port-Boué, je ne voulais pas me faire porter cette cérémonie. Je suis venu honorer de ma présence cette cérémonie. Et en tant que fils du Zuma, fils du Sekomoué, je me félicite d'être à cette fête. Les valeurs de pardon, de réconciliation et de l'unité retrouvée s'intègrent à la culture Nzima
et à la bonne gouvernance. La pérennisation de ces valeurs passe par la formation des jeunes gens, comme ici à Azuriti et sur la place de la Bissa, par la pratique sur la danse, la poésie chantée et la manipulation des instruments de la Bissa. Voilà, et ce point sur la Bissa, rapporté par Victorien Angois. Intéressons-nous à présent à ces compétitions de l'OSU. L'Institut national de la jeunesse et des sports a dominé les 3e Jeux universitaires qui se sont déroulés à Korogo. L'INJS a été présente dans toutes les finales et n'a laissé que des miettes aux autres compétiteurs, et en remportant les 6 finales disputées. En tout, 13 universités et grandes écoles ont pris part à ces finales qui ont réuni en tout 561 athlètes ici en Côte d'Ivoire. Le reportage de Seydou Koulibaly et Oda Lekbe. 3 jours durant, Korogo a été la capitale du sport universitaire ivoirien. Une belle fête sportive qui a réuni 13 universités avec 561 athlètes qui se sont affrontés dans 6 disciplines. Après 2 jours de compétition, seules 5 universités se retrouvent pour les finales. Des finales d'un haut niveau en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, parrain de cette 3e édition. Je voudrais tout simplement vous dire bravo. À vous et à tous ceux qui ont permis d'organiser ces journées. Dire bravo à toutes les structures qui ont pris une part active à l'organisation de cette saison sportive. Je suis désormais un ardent défenseur du sport à Korogo, comme je l'ai été pour l'école à Korogo, comme je le suis pour la santé à Korogo. Le sport peut désormais compter sur moi. Je serai aux côtés de toutes ces initiatives. Présente dans 5 finales, l'INJS s'est approprié le titre en football féminin devant l'Université de Mans au tir au but 4-3 après un nul 0-0 dans le temps réglementaire. Dans les finales de handball, l'INJS a dicté sa loi à ses adversaires tant en hommes qu'en dames. L'Université Nord-Sud d'Abidjan a subi la loi des filles de l'INJS 35-18. Un match à sens unique bien maîtrisé par les dames de l'INJS. Chez les hommes, le couvert a été remis et cette fois, c'est l'université Palefero Gon Koulibaly de Korogo qui a payé les frais avec un score sans appel de 29-15. Insatiables, les élèves professeurs de sport ont raflé les 2 titres en basket, ne laissant que des miettes aux autres. Voilà, c'est sur cette compétition sportive, scolaire et universitaire que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis.